Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. C'est une autre fois, je préfère m'adresser à mes compatriotes algériens qu'à ceux qui prennent la décision en Algérie, même si ce sont eux qui sont concernés en premier lieu par mes mots. Chers compatriotes d'Algérie, en 2015, hiver 2015, grâce à cette personne qui est derrière moi, qui me pousse, j'avais dit que la solution est dans le cœur des Algériens. Elle n'est ni économique, elle n'est ni politique, ni militaire, ni quoi que ce soit. La solution pour les problèmes de la patrie Algérie sont dans les cœurs des Algériens patriotes. De cette solution, il y a d'abord le comportement. Ensuite, il y a le travail, il y a l'amour, il y a le désintérêt. Désintérêt. Pour aujourd'hui, si j'ai, en fonction du temps que je mettrai dans ce que j'essaierai d'expliquer du message que je vous transmettre, si j'ai un peu de temps, je vous décrirai rapidement les 10 derniers tableaux publiés par la Banque mondiale qui concernent la planète entière. Et bon, bien sûr, je vais mettre l'Algérie dedans. Hein, pour vous, je mettrai l'Algérie dedans. C'est-à-dire où se situe l'Algérie dans l'univers mondial. Hein, dans l'univers mondial, hein, dans notre univers à nous, hein, univers terrestre. Premier élément. Si des officiels algériens, et je vise, vous parlez des généraux de l'état-major. D'abord, hein, en premier lieu, pas de la présidence de la République. La présidence de la République, la conciergerie de Macron viendra en second. En second. Me propose d'arrêter ce que je fais maintenant, de ce que je fais pour l'Algérie depuis 2011. En contrepartie, ils libéreront tous les détenus politiques algériens. J'accepterai dans la seconde qui suit. Donc, si les généraux algériens, les généraux influents, qui commencent à devenir connus, me font une proposition, cette proposition d'arrêter ce que je fais pour ma patrie, et en contrepartie, ils libéreront tous les détenus d'opinion algériens. Libéreront tous sans exception. J'accepterai dans la seconde qui suit, avant même qu'ils n'aient terminé leur proposition, je dirai oui. Voilà. Si je refuse une telle proposition, cela signifie que je suis 3 fois imbécile. Imbécile. Parce que la première fois, le premier imbécile, c'est je refuse des propositions de discussion, des négociations qui vont bénéficier à des individus, les détenus politiques, à leurs familles et à toute la communauté algérienne. Je refuse de discuter une telle proposition. La deuxième fois, ma deuxième imbécilité serait de montrer des signes d'idiotie, de stupidité politique.
en refusant de saisir une perche. Troisième caractère, ma troisième imbécilité. Au cas où je refuserais, serait de pérenniser ce refus de négociation, ce refus de discussion, de débat, etc., concernant des problèmes cruciaux. Bien sûr, il est évident qu'en acceptant immédiatement une telle proposition, des gestes, des actions doivent être exécutées immédiatement. Maintenant, pour les techniques de négociation, pour les moyens de négociation, chacun a sa manière, chacun a ses atouts, chacun a sa développement, chacun développe. J'évite le mot stratégie, parce que pour moi, le mot stratégie, il a un sens très très précis, il y a des mathématiques dedans, donc j'évite. Chacun développe l'intelligence qu'il a dans les processus de négociation. En tout cas, suite l'expérience, empiriquement, d'un point de vue empirique, l'indépendance de l'Algérie a été obtenue après les premières négociations de Hussein et Ahmed en 1953 à Tripoli. L'indépendance de l'Algérie, c'est une guerre, un conflit armé d'Alsace. Les Algériens de l'époque ont négocié avec les officiels français. Quant à l'idiotie, je dis bien l'idiotie, de refuser une négociation avec le Maroc, une discussion avec le Maroc pour le fun, pour le plaisir, pour un entêtement stupide. Un entêtement stupide. Ou bien pour encore continuer à occuper la nation algérienne avec de la diversion, ou parler des BRICS par exemple, l'adhésion aux BRICS, qui n'a aucun sens. Adhérer aux BRICS n'a aucun sens. Voilà. Je reste sur ces mots. Maintenant, ceux qui veulent aller dans le détail du sens de ces mots, marhaba. Marhaba pour la discussion, marhaba pour le dialogue, marhaba pour la négociation. Je refuse parce que la Banque mondiale et le FMI sont en train de vous ravager. Parce que les États-Unis d'Amérique et la France et Macron est en train de vous faire romper, c'est ça. Est en train de vous faire ramper. Et là, vous divertissez les Algériens. Non, avec le Maroc, pas de négociation. Même il n'y a aucun problème avec le Maroc. Il n'y a aucun problème avec le Maroc. Maintenant, si on veut faire revivre et raviver les tensions d'il y a 10 000 ans, allons-y. Du moins, allez-y. Voici, ici, c'est les points que je vais développer. C'est pour éviter les oublis. Alim Sili a été assassiné à Paris. J'en ai parlé à Emmanuel Macron. Du moins, dans un message, j'ai soulevé l'assassinat de Alim Sili à Paris. Alim Sili était un acteur principal dans la fabrication, dans la composition, dans la création de la sécurité militaire algérienne. C'était le compagnon de cœur, le compagnon de sang, le compagnon de fraternité de Hussein Ahmed. À toutes les personnes encore vivantes
qui ont connu Halim Sili, humblement, je vous demande de vous exprimer sur la personne d'abord, sur l'humain qu'il était, de vous exprimer avec la vérité la plus profonde, sans arrondir les ongles. Si Halim Sili était un salopard, dites qu'il a été un salopard sur ça et ça et ça et ça. Si Halim Sili a été un humaniste, dites que Halim Sili est un humaniste qui a fait ça et ça et ça et ça, mais qui a été salaud dans ça et ça et ça. Dites-le. 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 En le disant, du moins, en fournissant, en révélant ces informations qui concernent Halim Sili. Et que celui qui est exécuté l'ordre de la liquidation physique de Halim Sili se joigne à ce groupe de personnes ou individuellement. Nos vies sont limitées. Vos vies sont limitées. Vous quitterez cette planète, vous quitterez la planète Terre. Vous quitterez plutôt la surface de la Terre. Avec l'honneur d'avoir dit la vérité. Avec la reconnaissance de tous les Algériens, de toutes les Algériennes, qui apprécieront votre bravoure vis-à-vis de la vérité. Mais en plus de la reconnaissance que vous exprimons des Algériennes et des Algériens, et parmi lesquels je suis le premier je vous promets que je serai le premier à vous dire ma reconnaissance. Ou du moins, parmi les premiers, à vous dire ma reconnaissance. Vous permettrez à votre conscience de se reposer. Vous permettrez à vos cœurs d'être heureux, d'avoir dit la vérité. Le courage de dire la vérité, sachant que le courage est une vertu neutre. Les personnes qui ont fait du mal à Halim Sili ont eu du courage pour lui faire ce mal-là. Les personnes qui feront du bien pour Halim Sili auront le courage de faire ce bien. Le courage est une vertu neutre. Le courage n'est ni positif, ni négatif, ni bon, ni mauvais en soi. Le courage n'a aucune valeur intrinsèque. Voilà. En le faisant, certains Français vous suivront. Les Algériens et les Français qui feront cette action en faveur de la mémoire d'Halim Sili, en faveur de la mémoire de la patrie Algérie, ouvriront des voies à une meilleure relation entre l'Algérie et la France. Il y a maintenant au moins 3 ans, 2 années et demie à 3 années, depuis que je parle de la nécessité du renouvellement de l'état-major de l'armée et d'une élection présidentielle. Au départ, il n'y avait pas de séquence. Qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce une élection présidentielle avant ou le renouvellement de l'état-major ensuite ou l'inverse? Le renouvellement de l'état-major et ensuite l'élection présidentielle. Après, il y a environ une année, j'avais précisé la séquence. Le renouvellement de l'état-major de l'armée d'abord, ensuite une élection présidentielle. Pour les détails, vous pouvez les comprendre. Vous pouvez développer les détails. Pourquoi cette séquence? Renouvellement de l'état-major de l'armée d'abord, ensuite une élection présidentielle. Actuellement, l'état-major de l'armée est écervelé.
l'armée algérienne est dépourvue d'état-major. L'armée algérienne est dépourvue d'état-major. Parce que l'état-major d'une armée, quel que soit le pays, un pays qui se respecte, un pays qui a une révolution aussi valeureuse que la révolution algérienne, pense d'abord au bien-être de la nation, de la patrie. Pense d'abord à sauver la patrie du désastre, à sauver l'armée du désastre, avant de penser à s'auto-protéger contre des menaces qui sont maintenant des menaces étrangères qui sont claires. Je rassure ces généraux que la Cour pénale internationale, même si elle a siégé à Dakar récemment, du moins il y a quelques temps déjà, elle est inopérationnelle. Inopérationnelle à cause des problèmes de l'ONU. Bon, bref, ça sont... Mais... Non, pour probablement les crimes que vous avez commis. Probablement les crimes économiques que vous avez commis. Ah oui, bien sûr, là. Une nouvelle justice. Justice nouvelle. Tiens. Est nécessaire pour revenir sur ça. Effacer de la mémoire de la nation, effacer de l'histoire de la nation algérienne ces problèmes, serait en lui-même un crime. Là. Ensuite, j'avais parlé de la nécessité d'un renouvellement de l'état-major de l'armée de l'intérieur, parce que de l'extérieur, il est impossible à modifier. En évitant d'aborder un point en évitant de citer des exemples. Le Portugal, la révolution dite des œillets au Portugal, ce sont des officiers subalternes. Ce sont ni des généraux, ni rien, ni quoi que ce soit. Ce sont des officiers subalternes qui ont chassé Antonio Salazar, qui était Premier ministre à l'époque. Antonio Salazar, qui était un économiste et un civil. Avec la complicité des généraux de l'armée, des officiers supérieurs de l'armée portugaise, ont construit une dictature des plus sanguinaires, des plus implacables. À l'extérieur, ils ont continué à coloniser. La dernière libération, c'est l'Angola, 75. Mais par contre, à l'intérieur, il y a eu un mouvement de masse, de fuite, d'émigration vers la France de Portugais. Des Portugais qui ne maîtrisent aucun mot de la langue française se sont retrouvés en France. Maintenant, même si beaucoup de blagues se racontent sur les Portugais, les Espagnols, les Algériens, etc., se retrouvent à peu près dans le même sac. À la différence que, bon, les Portugais sont européens, etc. Mais maintenant, avec pas le coup d'État, avec l'action révolutionnaire des officiers subalternes portugais qui se sont retirés de la scène politique. Regardez où est-ce que se retrouve le Portugal. Oh, dans une démocratie quasi parfaite, dans la paix, une stabilité politique. Il ne faut pas confondre stabilité politique et crise politique. C'est-à-dire, quand on parle de stabilité politique, c'est-à-dire les instances portugaises se renouvellent sans dégâts. Même s'il y a des crises, bien sûr. Mais elles se renouvellent naturellement. Donc, parler de BRICS, parler de l'impossible reconstruction d'une relation avec le Maroc, parler des terres rares par l'armée ou je sais pas quoi là, hein. Tous les détails que j'ai abordés avant, pour cacher
la violation massive des droits de l'homme en Algérie, pour cacher la souffrance des malades, pour cacher la crise de l'emploi, pour cacher le problème du Sud. Bon, je vais pas le rebâcher, même si je dois le rebâcher, mais ça dans un autre cadre. Le Kosovo et le Donbass qui a été créé par Macron dans le sud de l'Algérie, nord du Mali et nord du Niger. Voilà, une certitude. Même si je dois utiliser l'expression, elle sera juste pour la forme. L'état-major de l'armée algérienne n'est pas l'état-major de l'Algérie. Ça, c'est la première. N'a pas à régenter la vie des Algériens. L'état-major algérien aurait dû participer avec moi à l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN. L'état-major de l'armée algérienne aurait forcé, si tenté, il aurait donné son avis, encouragé. Si tenté, on avait un président de la République. À aller vers de la négociation, à s'ouvrir vers l'international, à aller vers des discussions, vers des dialogues avec la nation algérienne, au lieu de les envoyer en prison, au lieu de les faire souffrir, au lieu de les faire mourir dans les prisons. Et de révéler les tractations internationales. Un État algérien incapable d'aller maintenant à Moscou, incapable d'aller à Pékin, mais qui plie à Paris et à Washington. Dans nos procès, j'ai assez travaillé, pas très bien travaillé. J'ai fait ce que le temps me permettait de faire et les choix des sujets, des points que je devais soulever. De la diplomatie internationale. C'est la diplomatie internationale parallèle. J'ai fait et je continuerai à faire. Parce que la diplomatie algérienne actuellement, c'est une diplomatie au service des godillots. Une diplomatie nulle, ignare, crasse, aveugle, ignorante, incompétente. J'ai travaillé pour la modification de la charte de l'Union africaine pour inclure la révolution algérienne. J'ai travaillé l'Union africaine, et sa commission plus exactement, pour être précis, pour envoyer une mission de prévention de conflits dans le sud de l'Algérie, dans le nord du Mali et dans le nord du Niger. Oui, j'ai travaillé la commission de l'Union africaine sur le caractère terroriste de la CEDEAO, de l'UMOA et de l'UEMOA. Travailler sur ça. Pas merci. Récemment, ils ont organisé un congrès extraordinaire en Libye. C'est une insulte aux Africains. Oui, sachant que j'ai demandé au président de la commission de l'Union africaine de convoquer un sommet extraordinaire. Algérie qui parle de la ZLECA, un projet de l'université de Denver, Colorado. Diplomatie algérienne. Oui, c'est ça, la diplomatie. Ai-je alimenté certaines noms, certaines figures du Mali et du Niger qui commencent à parler du SEMA, qui commencent à critiquer l'accord d'Alger? Je l'ignore. Je l'ignore. L'écœurement, du moins mon écœurement, il n'y a pas d'écœurement. Le dégoût. Le ministre des Affaires étrangères du Mali qui parle de l'accord d'Alger, qui parle, etc. Que le cas d'Alger, sa rédaction est nulle. Sa mise en œuvre est impossible. Mais par contre, la coalition du mouvement Azawad commence à parler de la question identitaire. Elle commence.
l'ONU est attaquée militairement au Mali et au Niger, alors que l'actuel président du Niger est au silence, le précédent qui l'a intronisé est au silence, il s'appelle Vani. La junte militaire du Mali, maintenant, elle a montré qu'elle est incapable d'avancer. Elle est incapable. Elle fait juste des déclarations de, pas de façade, des déclarations de confort, de posture, etc. Maintenant, aux trois responsables algériens qui se reconnaîtront à travers mes questions, à travers ma demande. Parce que après le FMI, c'est la Banque mondiale qui est en train de vous ravager. C'est pour cette raison qu'il y a toute une tension, surtout autour de la Kabylie de Tizi Ouzou. Il y a toute une tension autour de Tizi Ouzou, là, la JSK par là, ceci. Ça continue toujours. Ça continue des inspections par-ci, par-là, alors que... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben, bien sûr, c'est les caractéristiques d'un pays sous-développé. Donc, ça, c'est pour cacher tout ce qui se trame avec la Banque mondiale, le FMI. C'est pour cette raison que je dois commenter les 10 tableaux, les 10 graphiques de la Banque mondiale à la fin, si j'ai 5 minutes. Comment responsable? C'est des questions peut-être inaccessibles pour le commun des mortels, là. Quel est le taux de change cible qui vous a été imposé par la Banque mondiale et le FMI? Quel est le taux de change du dinar cible qui vous a été imposé? Je dis bien imposé par le FMI et la Banque, plus par la Banque mondiale que le FMI. Quel est ce montant? Quelle est la valeur du taux de change nominal qui vous a été imposé? Loup, là. Deuxième question liée toujours au taux de change. Dans quel délai il vous a été ordonné de le mettre en œuvre? Dans quel délai? Dans une année, dans 10 ans, dans 90 ans? Ou bien au mois de février prochain? Au février-mars 2023. Quelle est la valeur du taux de change? Quelle est la valeur du taux de change cible? Quel est le délai qui vous a été imparti, ordonné pour sa mise en œuvre? Ça, cette question s'adresse aux trois responsables qui se reconnaîtront. Vous savez très bien qu'il s'agit de l'actuel gouverneur de la chambre à gaz, là, du four crématoire du Gourbi, et de l'actuel et celui du précédent. Et de celui qui est parti à Washington, là. Celui qui est parti à Washington a trouvé ma trace là-bas. Bon. Vous trois. Au moins un doit répondre. Oula. Quel est le volume des réserves internationales de l'Algérie? Toutes les réserves internationales de l'Algérie, argent et or. Quelle est sa valeur nominale actuelle? En décembre 2022, ou bien en janvier, ou bien en février 2023, si vous pouvez... Pas si vous pouvez donner la valeur. Vous devez donner la valeur que vous connaissez. Parce que je pense que le volume réel de toutes les réserves internationales algériennes vous est inconnu. Quand est-ce que le FMI le remboursera les 5 milliards de dollars qu'il a pris du temps du précédent président? Première question. Deuxième question. Quand est-ce que la France va nous rembourser les 3 milliards de dollars ou les 3 milliards d'euros qu'elle a pris pour ses colonies dans les Caraïbes? Quand est-ce que... Ah. Maintenant, question un peu plus
complexe, toujours en relation. Est-ce que ce qui est considéré comme décideur en Algérie, est-ce qu'ils peuvent donner les titres de dette achetés par l'Algérie? L'Algérie a acheté de la dette, si l'Algérie a acheté de la dette française, si elle a acheté de la dette américaine, pas la dette américaine, c'est tout le monde qui sait que l'Algérie a acheté des bons de trésor américains. Maintenant, est-ce qu'elle a acheté de la dette française? Parce que la dette française ne sera jamais remboursée. Les Français sont incapables de racheter leurs dettes. Ils sont incapables de racheter leurs titres de dette acquis par l'Algérie, parce que les Français vont commencer à payer les détenteurs de dettes qui sont plus violents, qui sont plus puissants, qui sont plus méchants et qui sont capables de la brûler. Pas l'Algérie. Maintenant, parce que ce sont les éléments peut-être les plus importants, alors que tous les éléments sont importants. La question de la majorité de l'Algérie maintenant. L'identité d'une nation n'est pas un pile ou face. Elle n'est pas une pièce de monnaie qu'on joue à pile ou à face. Une fois elle est ceci, une fois elle est cela. Ou bien aux probabilités de la manipulation, elle est ceci ou cela. L'identité d'une patrie, elle est connue, elle est fixe, elle évolue, elle s'enrichit, elle s'appauvrit. En même temps, elle s'enrichit, elle s'appauvrit. À quand allons-nous parler, discuter ensemble de la majorité de l'Algérie dans les faits, dans la pratique, dans son anthropologie, et pas dans l'anthropologie kabyle ou aurésienne, ou bien de l'Ouest, ou bien dans l'anthropologie qui inclura ce cœur que constitue le Hogar, que constitue le sud de l'Algérie. Parce que derrière cet aspect, derrière cette question, il y a d'autres éléments. Si j'ai évité de parler de la révolution des œufs du Portugal depuis longtemps, hein, je pouvais en parler depuis 2013, 2014. Je ne l'ai fait qu'en 2022, en décembre 2022. Il y a un autre aspect que j'éviterai d'en parler maintenant. Parce que les ravages qu'a fait Macron et l'incompétence des généraux de l'armée algérienne, et de celui-là qui commence à parler de deuxième mandat, là, commence à parler de mandat, deuxième mandat. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit déjà lui-même? C'est-à-dire, quand il parle, est-ce qu'il comprend ses mots? Ou est-ce qu'il saisit la portée de ses mots? Simple. Voilà. Est-ce qu'on reparlera de tout ça? De l'amazérité de l'Algérie. Tenant, Hussein Aït Ahmed, Ali Msili, Ben Mehidi, et les soldats anonymes, les civils soldats anonymes, qui se sont donnés pour la patrie, méritent nos mots. Ils méritent de la considération. Mais avec eux, il y a un autre soldat d'une patrie extraordinaire. Un soldat extraordinaire, plein d'humanisme, plein de générosité. C'est Lounas Mato.
Il a fait autant que les soldats algériens durant la guerre de libération nationale, sauf qu'il l'a fait avec de la musique, avec de la poésie divine. Oudm el-Dzaïr, Ahl Eskar, Regard sur un pays damné. Donc, toutes ces personnes sont ensemble, du moins pour moi, elles sont ensemble. Méritent nos mots. Mes mots, c'est la désolation, c'est la tristesse. Je leur dirai que nous en tant qu'Algériens, collectivement, nous avons échoué à remettre la révolution algérienne au pinacle, de la porter au pinacle, alors que la révolution algérienne n'a jamais été aussi traînée dans la boue que pendant ces 3 années. Pas une fois Kassamen dans son intégralité au niveau international, surtout en face de Macron. Donc, jamais de ma mémoire, les martyrs de la révolution algérienne n'ont été aussi vilement marchandés. Voilà. Je leur dirai qu'ailleurs, la révolution algérienne demeure une révolution universelle. Malheureusement, ce sont les Algériens qui l'ont entraîné dans la mélasse, dans le cambouis. Pour éviter d'autres mots. La somme de tout ça maintenant, le côté politique, le côté financier et économique, le côté révolution, m'oblige à parler de la dernière Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui a été gagnée par l'Argentine. Je suis très heureux après la victoire de l'Argentine, je suis très, très, très heureux pour la mémoire de l'unique prophète du football, Diego Armando Maradona. Pour moi, le football en Algérie s'est arrêté depuis le retrait de Rachida Drir et de Chaban Marshan du stade. Depuis le retrait de Rachida Drir et de Chaban Marshan des stades, le football, pour moi, le football en Algérie a perdu son sens. Même s'il continue à drainer, même s'il continue à être un sujet de feu au sens brûlé, hein. Il brûle, incendiaire. En Algérie, il est plus dans ce côté mercantiliste, dans son côté pognon, corruption, pourriture. Il est comme ça. Le football en Algérie est sorti de la sphère des réalisations, d'exploits, ou tout en moins de résultats positifs. Il est sorti. Bien sûr, ce serait malhonnête de ma part de ne pas citer d'autres joueurs. Je pense à Karim Maroc, un joueur racié. Je pense à Karim Ziani, lui aussi s'appelle Ziani, lui aussi s'appelle Karim. Karim Ziani, un joueur que j'apprécie énormément. Il a un centre de gravité tellement bas qu'il aurait pu percer, devenir une merveille, ce garçon. Pour cette Coupe du Monde, je suis très heureux de la victoire de l'Argentine
pour la mémoire de Maradona. Même si actuellement l'équipe d'Argentine a un Messi en son sein, même s'il est brillant, même s'il est génial, même s'il est artistique, même s'il est... Il demeure un jeune Messi. Mais le prophète, c'est Maradona. 3 éléments après cette Coupe du Monde. D'abord, le Qatar. Après avoir financé le terrorisme en Algérie, il viendra probablement nous prendre les terres du sud du Sahara avec l'Arabie Saoudite pour développer une agriculture qui nourrira sa nation d'abord et qui l'exportera vers les pays nordiques, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc. Et les Algériens vont rester spectateurs. Ce qu'ils ont fait en Éthiopie, hein, avec le truchement de la finance islamique qu'ils ont tenté de mettre en œuvre depuis longtemps. Du moins, depuis 2-3 années à peu près. Maintenant, la cadence s'est accélérée. Les Algériens, en acceptant les investissements du Qatar et de l'Arabie Saoudite dans le domaine de l'agriculture saharienne, je précise bien, dans le domaine de l'agriculture saharienne, collectivement, le seront des traîtres. Vous voulez investir? Investissez comme vous avez investi en France. Dans le sport, dans ce que vous voulez, là. Pas dans la terre. La terre, c'est la terre des Algériens. De tous les Algériens. Mais par contre, le sport et la santé, c'est la santé des Algériens qui seront malades. Pour être cru. Je vais être cru, oui. L'Arabie Saoudite qui va s'annoncer. Et le Qatar qui vont financer. Maintenant, ils vont financer l'agriculture. Non, messieurs. On veut de la coopération, on veut de l'investissement. Aucun problème, l'Algérie, on en a besoin. Et je suis ouvert. Et c'est un libéral qui vous parle. Maintenant, on dit que ce Qatar possède Paris, possède Londres, etc. Est-ce que le Koweït, est-ce que les Émirats arabes unis, est-ce que l'Arabie saoudite n'a pas les moyens de faire autant que le Qatar? Non. Est-ce que c'est un jeu risqué? Est-ce que le Qatar a la force militaire nécessaire pour dire que ça m'appartient en France? Non, il n'a pas. Non. Ça, c'est le côté Qatar. Côté prophète, côté Chaban Marskani, Rachid Dadouir et d'autres. Il y a le côté présence de Macron à la finale, lors de la finale de la Coupe d'Algérie et un certain message qui a été envoyé à partir de la conciergerie de Macron à Al-Mouradia au Qatar pour les féliciter ou je ne sais pas quoi. Sur ce deuxième élément, n'étant pas sûr, je préfère ne pas en parler. Quoi qu'il ait été dit à propos de la présence de Macron lors de la finale de la Coupe du Monde, et juste, c'est du perlimpinpin. Ceux qui ont critiqué la présence de Macron lors de la finale, n'avaient qu'à aller. Il n'aura même pas répondu, il les méprise. Les députés, les ministres français, ils n'ont qu'à aller, pas les ministres, les députés français, ils n'avaient qu'à aller. Ils gagnent suffisamment d'argent pour assister à la finale de la Coupe du Monde et encourager leur équipe. Quel est l'aspect politique maintenant dans ça? Quel est l'aspect politique? L'équipe nationale durant la révolution algérienne. Rachid Makhloufi, Soukan, Zouba, certains Bentifour. Je m'excuse, il m'est impossible de donner tous les noms parce que je les ai perdus. L'équipe nationale du pays qui allait devenir l'Algérie. Parce qu'à l'époque, c'était l'équipe nationale du FLN, du Front de Libération Nationale. Parce qu'il y a tout un allié avec des représentants de ce calibre. Personne.
Oui, la révolution algérienne, oui. Dans la révolution algérienne, il y a eu énormément d'acteurs, y compris les joueurs de football. Et pourtant, on dit qu'ils s'amusent sur le stade. Mais le fait d'apparaître dans l'histoire du pays dans un moment de crise, de le faire connaître, peut fédérer des forces qui aideront ce pays à se libérer. Ça, c'est le premier. La révolution. Donc, l'équipe nationale du football algérienne du temps de Rachid Makhloufi, de Zouba et d'autres. Je m'excuse pour les oublis. À charger. Donc, on se retrouve avec l'équipe nationale de quoi? Le football de quoi? Il y a longtemps depuis que j'ai proposé de désigner Rachid Adrer et Chaban Marskhan pour nous faire une ligue de l'Est et une ligue de l'Est algérien. Une ligue de football, de tous les sports. Mais la ligue de l'Est et de l'Ouest, à la manière des États-Unis d'Amérique, elle prendra du nord jusqu'au sud. Comme ça, on va mélanger tout le monde. On va mélanger tous les Algériens et ils seront heureux. L'aspect politique du sport. Maintenant, il y a un aspect mafieux. Il y a un aspect manipulation. Tizi Ouzou. Tizi Ouzou et Vgueil sont devenus les dindons de la farce. Mes chers compatriotes, dois-je vous souhaiter une bonne année 2023, une merveilleuse année pleine de prospérité alors que c'est la pauvreté qui nous attend? C'est un peu difficile, hein? Suis-je cruel? Suis-je cynique? Ou bien tout simplement, est-ce que je dis la vérité? En décembre 1954, est-ce que les Algériens ont souhaité bonne année aux révolutionnaires, aux soldats qui étaient au front? En décembre 1955, on dit souhaiter bonne année? Décembre 1956, est-ce qu'ils ont souhaité bonne année aux soldats qui ont été au front? Sous la neige, sous la chaleur de la torridité de l'été, le froid de l'hiver, la torridité de l'été. Si quelqu'un a des informations sur des vœux des Algériens en marge aux soldats algériens, qu'ils nous le disent. Ça, c'est le dernière publication pour 2022 de la Banque mondiale. Elle concerne la planète entière. Hein. Il n'y a pas de spécification sur l'Algérie ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de vous montrer quelques graphiques. Slowing growth. Voici les scénarios. C'est la catastrophe qui s'annonce là. La Banque mondiale annonce la catastrophe. Je ne vais pas commenter les chiffres, j'en ai parlé tellement plusieurs fois de chiffres. C'est la catastrophe. Ils ont fait par rapport à 2019. Dans cette... ils parlent de récession là, en rouge. Hein. Global Recession. Pour qu'il y ait de la croissance en Algérie, il faut que les Algériens consomment plus, ou bien il faudra qu'ils consomment plus et investissent plus, ou bien ils doivent investir plus. C'est-à-dire vendre l'Algérie. Ils sont en train de vous vendre l'Algérie et nous sommes en silence. Moi, je le dis et je l'ai répété. C'est la croissance. Poverty. A stalled agenda. Stalled, c'est bloqué, freiné. C'est-à-dire, il n'y a aucune. La Banque mondiale reconnaît qu'elle ne peut absolument rien faire pour la réduction de la pauvreté. Ça vaut la peine de vous dire quelques chiffres.
574 millions de personnes vont rouler, vont se retrouver dans l'extrême pauvreté. Ça veut dire dans le dénuement le plus total. C'est-à-dire marcher nu sans rien manger. 574 millions d'humains. D'après les prévisions, d'après les estimations, ce n'est pas des prévisions ça. D'après les estimations de la Banque mondiale. Maintenant, s'il y a un Algérien dans ces 574 millions, c'est grave. The changing face of debt. The changing face of debt. Le changement de la face de la dette. Je vous ai dit combien, c'est pour cette raison au départ, j'ai dit les trois responsables en Algérie doivent révéler quelle est la dette qui a été achetée par l'Algérie. Et elle va s'endetter auprès de qui? Vous savez ça? L'Algérie ira dans tout ce qui est noir là, hein, dans ça. Quand elle ira sur la dette, elle ira ici. C'est-à-dire ici, c'est là où la Tunisie et le Maroc sont ici, étranglés. C'est ça. La Banque mondiale a dépensé 10 milliards de dollars pour la campagne de vaccination contre le machin là, contre la pandémie là. Est-ce que l'Algérie a reçu $1 de ça? Si oui, le ministre de la Santé qui est en train de se cacher derrière un certain truc politique, etc. Et il refuse de venir sur le terrain des réponses. Est-ce que l'Algérie a reçu $1? Si l'Algérie a reçu $1 des dépenses de la Banque mondiale, je serais heureux. Mais si vous dites que l'Algérie a reçu $1 million, ou bien 10 000 $, ou bien 100 000 $, même si ça m'ennuie, même si ça m'énerve, allez, je vais reprendre certains chiffres publiés par l'UFMI. Et à cet effet, une question juste accessoire pour tous les responsables algériens, tous les responsables, c'est-à-dire gouverneurs, ministres, présidence, l'état-major, etc., toutes ces personnes-là. Qu'avez-vous fait avec les DTS de l'Algérie auprès du FMI? Qu'avez-vous fait? Pourquoi des informations dans l'aide internationale au développement, des chiffres figurent dans l'aide internationale au développement accordée à l'Algérie? Pourquoi des chiffres apparaissent? Rising food and fertilizer and security. C'est l'insécurité alimentaire. Ça, il parle de l'inflation. L'Algérie est là. L'Algérie, c'est ce cercle rouge-là. Regardez sa couleur et la couleur des autres. À condition de croire que l'inflation en Algérie est entre 2 et 5%. À condition de croire que l'inflation en Algérie est entre 2 et 5%. Changement climatique. Le financement. En 2022, la Banque mondiale a déboursé 22 milliards de dollars. Changement climatique. J'en ai parlé concernant le Sud, la biodiversité du Hogar, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, dans les impacts de l'extraction minière à Ouadamezor, à Garedjebilat et à Tamanrasset. J'en ai parlé à plusieurs reprises là. Les inondations. Pour l'énergie, bon,
Ça, c'est important. For every 100 children in low and middle income countries, that number has risen to 6 since the pandemic. Depuis la pandémie, dans les pays à bas et revenu intermédiaire, le nombre de fonds qui sont out of school, privés d'école, est passé à 60%. En Algérie, à شحال. Quand vous parlerez de la dette, de la créance que détient l'Algérie sur la France et sur le FMI, et quand vous parlerez de la structure des bons de trésor dont dispose l'Algérie, nous reviendrons vers ces graphiques de la Banque mondiale. Hein. Chers compatriotes, pour 2023, je vous souhaite de vous armer de patience, de résistance, et plus que la patience et la résistance, de la dignité patriotique. Rien de plus. Merci à vous et au plaisir de m'adresser à vous dans de meilleures conditions, de m'adresser à vous sur la terre de ma patrie, l'Algérie, celle de Haïm Sili, celle de Lounas Martoub, celle de Hussein Ahmed, celle de ces femmes que j'aime. Merci à vous tous.